Aérodrome de Nouméa. Ces 3 hommes partent aujourd'hui en mission de surveillance aérienne. On fait le grand récif à Boré pour voir s'il n'y a pas des gens en train de se positionner pour la nuit, faire du braconnage de nuit dans la réserve. Christophe Chevillon est le responsable de la protection du lagon au sud de la Nouvelle-Calédonie. Avec l'aide de Martial, le photographe à droite, et de son pilote, Alain, il prépare une reconnaissance au-dessus de cet espace naturel hors du commun. C'est jouable. La surface qu'on surveille, c'est 620-650 000 hectares et 26 aires marines protégées. Donc c'est immense. Et l'hélico, ça nous donne un sacré coup de pouce parce qu'on peut identifier beaucoup de choses en très peu de temps et ensuite envoyer les bateaux de surveillance en direct sur les points d'infraction qu'on aura repérés. On va aller. Eh bien allez, on y va. Okay. Si Christophe est si attentif au braconnage, c'est que sa mission est de veiller sur le plus beau lagon du monde. Ok, vas-y, on va virer sur moi. La plupart des îlots ont leurs caractéristiques, leurs particularités, mais ils sont tous magnifiques. Alors, il y a très très peu d'aménagement. C'est vraiment un espace qu'on a essayé de conserver en l'état naturel et sauvage. On a juste mis quelques farets et quelques coins-feu, mais un minimum d'aménagement vraiment très léger. Ces myriades d'îlots sur lesquels veille Christophe sont les joyaux d'un extraordinaire trésor naturel. Tout autour de la Nouvelle-Calédonie, la barrière de corail s'étend ininterrompue sur 1600 km. Elle forme l'écrin du plus grand lagon fermé au monde. Des récifs d'une beauté exceptionnelle. Une prodigieuse diversité d'espèces marines. En 2008, la plus grande partie du lagon a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et le regard des Calédoniens sur leur île a changé. C'est tellement habituel pour nous de voir des gros poissons, des tortues, des dugongs, des baleines, tout ça, c'est habituel. Et en fait, quand on a inscrit et quand on a présenté le dossier, on s'est aperçu là que c'était quelque chose d'exceptionnel. Et je pense que ça fait prendre conscience vraiment aux Calédoniens du caractère universel et inestimable de ce lagon de Nouvelle-Calédonie. Depuis le classement par l'UNESCO, toute la population calédonienne s'engage dans la défense de ce patrimoine naturel inestimable. Martial, le photographe, témoigne au quotidien des beautés du lagon pour mieux les protéger. Mon point de vue préféré dans le lagon, c'est ce que peut dessiner le lagon quand on le regarde verticalement. Verticalement, ça te donne des graphismes fantastiques, on dirait des peintures. Ça te fait des photos un peu irréelles et c'est surtout que ça donne un point de vue complètement différent. Christophe veut vérifier aujourd'hui que rien ni personne ne dérange les précieux habitants de cet îlot. Ici, on arrive sur l'îlot Goéland. C'est une réserve naturelle, mais elle a une particularité. Elle n'est que saisonnière. On la ferme pendant 4 mois de l'année en été parce que c'est un énorme enjeu de conservation. C'est un îlot qui est tout petit et il accueille 10% de la population mondiale de sternes de Dougal. C'est des oiseaux qui sont menacés, ils sont en voie de disparition. Et notre boulot, c'est effectivement de faire en sorte que les choses aillent le mieux possible sur le long terme parce que c'est un milieu, un écosystème, enfin des écosystèmes qui sont extrêmement fragiles et sur lesquels pèsent quand même plusieurs menaces, même si aujourd'hui elles ne sont pas avérées et formalisées. Le soleil va se coucher et on vient de survoler toute la réserve du Grand Récif à Boré et il n'y a pas un seul bateau. Le risque de braconnage est écarté, fin de la mission pour aujourd'hui.
Christophe Chevillon est arrivé en Nouvelle-Calédonie il y a 25 ans pour étudier les fonds marins. On va peut-être rappeler la dame pour être sûr qu'elle est toujours là. T'as le contact? Donc c'est une grosse tortue, apparemment vraiment énorme. Ce matin, il part en mission sur le lagon avec Thierry, le capitaine, et son matelot Jean-Yves. Ils ont une urgence. Une habitante les a appelés pour leur signaler une tortue en détresse. Elle nous a expliqué que la tortue était vraiment très grosse et qu'elle se déplaçait très peu et surtout qu'elle ne plongeait plus. Donc voilà, on va faire ce genre d'intervention. C'est une espèce qui est protégée. Et donc à ce titre-là, alors par contre on ne sera pas compétent pour la soigner, hein. On va aller voir ce qui se passe et ensuite on fera appel à l'aquarium des Lagons qui eux ont des soigneurs et des vétérinaires spécialisés qui travaillent avec eux. C'est elle, je crois. Allô? Oui, vous nous voyez, super. Là on est dans l'axe à peu près de chez vous, D'accord. donc vers Grand Fourmi quand même. D'accord, donc bien dans le milieu de la baie quoi. Oui, je vous tiens au courant, il n'y a pas de souci. Quelques instants plus tard, la tortue est en vue. J'ai vu une masse sombre là, donc ça doit être elle. On va droit dessus là. Voilà, elle est là. Tu la vois Thierry? Donc là, elle essaye de plonger, tu vois, et elle n'y arrive pas. On voit ses deux nageoires arrière et sa queue. Elle ne peut pas descendre. Donc elle a bien un problème. Jean-Yves, le matelot, n'hésite pas, il faut se jeter à l'eau. Donc là, il va voir ce qui se passe. Est-ce qu'elle n'a pas quelque chose qui la bloque, qui l'empêche de descendre? Et si on voit rien comme ça de physique extérieur, il va la retourner et on va essayer de l'embarquer à bord. Ça va pas être simple, hein. Allez. C'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de courant. On a voulu mouiller, mais le mouillage n'a pas tenu. Et elle nage quand même, et lui, il n'arrive pas à nous rejoindre. Donc là, on va faire arrière. Je vais lui lancer un bout. Allez, c'est bon. Alors maintenant, il va falloir la mettre à bord. Ça, c'est pas gagné. Ne la blessez pas non plus. Hein. Elle est lourde? Ouais, carrément. Ouais. Voilà. Allez, vas-y. 1, 2, 3. Laisse-la comme ça, doucement. On la tient comme ça. Ouais, faut quelqu'un avec moi, je pourrais pas la tenir. Une tortue adulte comme celle-ci peut peser jusqu'à 250 kg. Voilà mon petit. Ça va C'est être bon, bien mieux on va comme pouvoir ça. y aller. C'est une tortue verte, une espèce menacée d'extinction. Maintenant, il faut vite la transporter à l'aquarium pour la soigner. La plupart du temps, quand elles ne peuvent pas sonder comme c'était le cas là, c'est une occlusion intestinale. C'est-à-dire qu'elle ingère un déchet plastique, genre un pochon, un sac plastique, sac de course, là, qui traîne dans l'eau. Elle l'avale, ça fait une occlusion et du coup, il y a une poche de gaz qui se crée à l'intérieur puisqu'elle ne peut plus évacuer. Et ça l'empêche de sonder. C'est comme s'il y avait une bulle d'air à l'intérieur, donc elle ne peut plus descendre. Mais bon, elle est vraiment épuisée, hein. Il a besoin de beaucoup d'eau. Il faut surtout, alors pas trop là, au niveau de la carapace, mais ici au niveau de la chair, de la tête, tout ça, il faut que ce soit bien humecté, il faut que ça reste humide. Elle vit dans l'eau tout le temps, elle. Hein. Arrivée au port de Nouméa. Natacha Agoudo, la spécialiste des tortues, est venue en urgence établir un premier diagnostic. Mamie. Salut Natacha. Oh là, ma pauvre. Eh ben, en fait, elle, en tout cas, par rapport à d'autres qu'on a pu nous apporter, elle n'est pas, comment dire, toute sèche. Elle fait bien en forme, hein, bien costaud. Après, en forme, elle se débat pas beaucoup, mais elle ne fait pas amaigrie. Attention sa tête. Voilà. Nickel. Direction l'aquarium de Nouméa. La tortue est prise en charge par l'équipe de soins et placée en observation dans un bassin. Il faut attendre qu'elle évacue naturellement ce qu'elle a avalé. La pollution par les sacs plastiques est une menace pour la survie de toutes les espèces du lagon. Aujourd'hui, on sait que le plastique, il se fragmente.
Et aujourd'hui, tous les niveaux de chaîne alimentaire et tous les organismes sont atteints par ça. Et il y a y compris des petits invertébrés ou des animaux microscopiques dans lesquels on trouve des particules de plastique et qui décèdent de ça, quoi. Bon, ben Natacha, merci. Merci de prendre le relais, la suite. D'accord. OK. Et puis tu merci beaucoup. nous tiens au courant. Yes. Allez. Sans problème. Christophe et les 6 bateaux de la brigade veillent sur 26 aires marines protégées, des espaces très sensibles encadrés par une réglementation stricte. À l'extrême sud, la perle du lagon. La réserve Merlet, la plus ancienne réserve intégrale marine de France. L'accès à ces îlots et aux récifs qui les entourent est formellement interdit. Depuis plus de 40 ans, la nature s'y développe, vierge de toute présence humaine. Cette végétation dense offre un reflet du lagon à l'état brut. Depuis le classement au patrimoine mondial, d'autres réserves accessibles au public ont été créées. La brigade du lagon est là pour vérifier que les usagers respectent la réglementation. Il y a un bateau qui est dans la réserve naturelle, visiblement en train de pêcher à la traîne, donc ce qui est strictement interdit. Le problème, c'est que nous, on est d'un côté de la barrière et lui, il est de l'autre. Donc il va falloir qu'on descende jusqu'à une passe et qu'on aille à l'extérieur pour vérifier s'il est en infraction ou pas. Tout ce qui est collecte, animal, végétal, minéral est interdit dans une réserve naturelle. Et donc la pêche a fortiori. Cet après-midi, Christophe a embarqué avec Bruno et Frédéric, le capitaine, pour contrôler les pêcheurs au large de Nouméa. Vous êtes en train de pêcher dans la réserve? Vous étiez en train de traîner, là? Vous êtes en train de pêcher dans la réserve? Depuis un moment. Vous passerez au service de la mer, à la direction de l'environnement. On vous donnera les points GPS et vous les rentrez parce que vous avez un GPS, donc c'est impardonnable. Vous devez avoir les limites extérieures de la réserve. D'accord? Nous, on donne un guide du lagon chaque année dans lequel il y a les périmètres, enfin tous les points GPS qui délimitent les aires marines protégées. Donc, et puis sur les dernières cartes marines aussi, c'est signalé. Donc il n'y a pas franchement d'excuses. En général, la première fois, c'est un avertissement avec un courrier de rappel. La deuxième fois, c'est une amende. La pêche amateur est l'un des loisirs préférés des Calédoniens, car le poisson ici est très abondant. Bonjour. Vous approchez, s'il vous plaît? Ouais. Vous êtes en tenue de chasse? Vous êtes dans une réserve naturelle? Vous acceptez de voir la glacière? Ok, la glacière est vide. Non, en fait, on a mis les combis dedans et on comptait partir dans la passe peut-être pour faire un coup de chasse, mais là, je sais très bien que c'est réserve, on a un GPS et tout. D'accord, donc vous êtes au courant de la réglementation? Ici, réserve naturelle, c'est no take, c'est-à-dire vous ne touchez à rien. Vous pouvez venir, vous pouvez en profiter, vous en mettre plein les yeux, mais vous ne laissez aucune trace de votre passage, vous n'amenez rien, vous ne sortez rien de la réserve. Voilà. Mais le travail de Christophe ne se limite pas à la répression. Son vrai plaisir est de partager les merveilles cachées du lagon. Je vais vous montrer des plongées un peu. On voulait aller voir là ce qu'il y a là, parce que j'ai jamais été. Et je sais pas, je pense que donc là, c'est très joli. En plus, vous avez des piscines naturelles à l'intérieur du récif. Ouais. C'est-à-dire que il faut passer à marée haute, mais vous n'avez pas beaucoup de tirants d'eau. Et vous allez tomber au milieu du récif sur des grands bassins, des grandes piscines de sable entourées de coraux. C'est vraiment très très beau, extrêmement clair. Et voilà, vous avez toutes les chances de voir beaucoup de poissons et de belles tailles. Bonne continuation, merci. bien, tout cas. Merci. Super. Quelques mètres sous la surface, une vraie forêt tropicale sous-marine. Le récif corallien abrite une faune d'une exceptionnelle richesse.
Plus de 15 000 espèces y sont recensées. Signe de la bonne santé de cet écosystème, on y croise de grands requins, des pointes blanches ou ce requin léopard. On peut aussi admirer le vol majestueux des raies manta. Il faut plus de chance pour apercevoir le célèbre nautile. Ce fossile vivant a traversé les âges, inchangé depuis 400 millions d'années. Il affectionne les profondeurs abyssales, mais remonte parfois le long de la barrière de corail pour se nourrir de crustacés dont il raffole. Une fois par an, un spectacle rarissime, la ponte du corail. Quelques jours après la pleine lune, 1 heure après le coucher du soleil, les coraux libèrent tous en même temps des œufs par milliards. Grâce à ce phénomène extraordinaire et encore mystérieux, la barrière de corail continue de se régénérer. Retour en surface. La brigade de protection du lagon se rend sur l'un des sites les plus touristiques de Nouvelle-Calédonie, l'îlot Amédée, célèbre pour son phare. Tous les jours, des bateaux de croisière déposent des centaines de touristes sur ce petit paradis, posé en plein milieu d'une réserve naturelle. Mais la cohabitation entre vacanciers et espèces animales protégées est un vrai casse-tête pour Christophe et son équipe. Juste derrière les bois de fer. Bruno vient de repérer un heureux événement de l'autre côté de l'île. Tu as vu l'animal? J'ai vu T'as vu que l'œuf? Non, non, j'ai vu la femelle en train de couver et le mâle qui venait la nourrir sur son... Ah, super. Un tout petit peu plus loin, la pointe. Et là, on est en train d'observer Sterneris, très très rare, apparemment qui semble nicher là juste sur la petite langue de sable. On va se remettre en position de couver. Cette Sterne nereis est l'oiseau marin le plus menacé de Nouvelle-Calédonie. Il n'en subsiste qu'une centaine de couples. Enfin, il n'y en a qu'une. C'est au moment de la ponte qu'elle est la plus vulnérable. Alors vous voyez le problème, hein, elle est au milieu de la plage, au milieu du corail. Il n'y a pas de nid, il n'y a pas de protection. Donc avec les gens qui font le tour, elle va être dérangée sans arrêt. Et chaque fois qu'elle va abandonner son œuf, si elle reste plus de quelques minutes, l'œuf il peut cuire au soleil. Et là, vous voyez, voilà, ça c'est le mâle qui va venir l'alimenter. Donc lui, il chasse pour elle, et elle couvre l'œuf. À tout moment, une menace peut s'abattre sur cette fragile sterne. Le promeneur en visite autour de l'îlot. Je vais aller l'intercepter. Voilà, tout le monde est parti. Je peux vous demander de faire bien le tour là. Vous voyez là, il y a un petit oiseau. Oui. C'est une Sterne nereis. Si vous allez là, vous n'allez pas le voir l'œuf. Hein. Il y a un phénomène de mimétisme. Ouais. Et donc vous allez marcher dessus, même en faisant attention. Et du coup, ben voilà, la population n'arrive pas à augmenter parce que le taux de reproduction, enfin de réussite de reproduction et de la période de nidification n'est pas assez important. Et si vous voyez d'autres gens qui font comme vous le tour, vous les informez? Oui, je te préviens. Ouais. Merci bien. Je vous en prie. Ouais. Jusqu'à demain matin, les sternes peuvent être tranquilles. Il est 15h30, c'est le départ du dernier bateau. Tous les touristes doivent quitter l'îlot. Ils sont accompagnés par Yvette. Yvette est la gardienne de l'îlot Amédée. Avec son mari, elle surveille ce petit coin de paradis et c'est elle qui détient les clés du phare. Ces portes en fonte, elles pèsent pas loin de 500 kilos, un peu plus, je crois.
Frédéric et Bruno vont monter jusqu'au sommet pour vérifier s'il n'y a pas de pêcheurs dans la réserve. Avec ses 52 mètres, le phare Amédée est le deuxième plus haut phare métallique du monde. Combien de marches? Eh bien, 247 au total. Vous les avez comptés? Oui, à chaque montée et à chaque descente, on les compte, ça nous occupe un petit peu. Ça permet d'oublier un petit peu le vertige. Cette structure métallique a parfaitement résisté au temps, dans des conditions parfois extrêmes. Pendant le cyclone Vania, le soir où ils ont annoncé l'alerte numéro 1, on a décidé de venir se réfugier ici dans le phare. Et voilà, c'est ici qu'on est resté toute la nuit. On sentait bien le phare qui bougeait de droite à gauche. Après, c'est le bruit des vagues, le bruit du vent, parce que vraiment les rafales de vent, on les ressentait bien ici à l'intérieur, quoi. Et bon, il y a eu la pluie, voilà, quoi. C'était impressionnant. Le phare Amédée est le seul phare métallique de France. Un morceau de révolution industrielle en plein milieu du Pacifique. Cette tour de métal a d'abord été érigée en plein Paris par François Rigolet, un émule de Gustave Eiffel. Elle a ensuite été démontée et transportée jusqu'à cet îlot. Le phare fut illuminé la première fois pour la fête de l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III. Bon, ben nous y voilà. T'as vu cette vue imprenable qu'on a sur la réserve à Boré, Bruno? Extra. Il est top. Ça nous permet de faire un premier repérage de manière à s'aiguiller plus efficacement sur le lagon, plutôt que de partir dans des directions des fois un peu au hasard. Là, au moins, on peut repérer si on voit déjà des bateaux sur zone et si ça vaut le coup d'aller les contrôler. Ah, on risque d'avoir un beau coucher de soleil ce soir. Trop beau. Mais ça semble clair et calme. Ce soir, il n'y a pas de bateau en vue. La réserve peut s'endormir tranquille. Deux semaines plus tard, Christophe est de retour avec deux ornithologues, Aubert Le Bouteiller et Fabrice Cugny. Donc là, on va voir où on en est. Il veut leur montrer les sternes et les filets qu'il a fait poser pour les protéger. Oh, regardez, il y a un poussin là. C'est pour ça qu'elle restait là Voilà, tout le temps, elle. à 1 mètre à droite, 1,50 m à droite. Un jeune, ben, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est la première fois que je vois ça au phare Amédée. Il est sorti de son œuf il y a une dizaine de jours, tout au plus. Et voilà, il commence à avoir du duvet, mais certainement il ne vole pas encore. Il y a un deuxième poussin. Il y a un deuxième poussin alors dans là. l'autre parc. Alors là, Ça fait trois C'est- jeunes relativement là, grands. là et c'est une journée de... de petits. C'est une journée de bonnes nouvelles aujourd'hui. Voilà, il est tenu à l'abri et au chaud par ses parents, successivement. Et là, en fait, ils ont choisi de se mettre à l'extérieur de la clôture. Donc on ramène le tout par là alors. Ouais, mais surtout, on dérange pas le petit poussin et sa mère là. Donc on va faire en sorte que les gens ne traversent plus à cette pointe, sauf à marée basse. Mais à marée basse, ils ne dérangeront pas les oiseaux parce qu'ils ont tendance à suivre le bord de l'eau. Donc là, on bloque carrément le passage, quoi. Pas plus, pas plus. Ça suffit, là. Ça suffit parce qu'on va partir dans la marée basse et... Grâce à ces mesures de protection toutes simples, la sterne Néréis va pouvoir continuer à nicher sur l'îlot Amédée.
Nous retrouverons plus tard Christophe Chevillon et son équipe pour une autre mission. En juillet, ils devront veiller sur les baleines qui viennent se reproduire dans le sud de la Nouvelle-Calédonie. Un spectacle fascinant. Pour l'heure, direction l'aérodrome de Nouméa. Nous avons rendez-vous avec Martial Dodane, le photographe. Martial a perdu l'usage de ses jambes à l'âge de 16 ans, après un accident de moto. Avec l'aide d'Alain, son ami pilote, il a trouvé un moyen de vivre ses passions. Martial fait des photographies aériennes pour la défense de l'environnement. Je m'installe au bord et puis je vais m'harnacher correctement, histoire qu'il n'y ait pas de perte en vol. Comment vous avez été amenés à commencer à voler ensemble? Ça a été sur une demande de notre administration qui nous a un jour demandé des photos aériennes et puis le besoin est né de suivre certaines affaires en aérien. La qualité du travail les a incités. Oui, pardon, j'ai oublié ça. La qualité du travail les a incités à renouveler. Martial travaille pour le service de l'environnement de la province sud du territoire. Ce matin, il doit photographier un paysage qui a rendu la Nouvelle-Calédonie célèbre dans le monde entier. Le cœur de veau. Ce fabuleux dessin est le résultat d'un étonnant caprice de la nature. La salinité du sol à cet endroit a créé une grande clairière au milieu de la mangrove. La mer est basse aujourd'hui, donc il y a un petit peu moins d'eau dedans. Mais je pense que si on se met de l'autre côté un petit peu plus en altitude, on va essayer d'en sortir quelque chose. On essaye de monter, Alain? Il est à tes pieds le soleil là. La mangrove, c'est un écosystème qui est relativement fragile. C'est surtout un lieu où se reproduisent des tas d'espèces de poissons. Je veux dire, il y a une vie intense dans la mangrove. C'est une nurserie pour différentes espèces. C'est réellement un poumon entre la mer et la terre. Et ouais, bien sûr, il faut le préserver. Il faut mettre le paquet pour le préserver, ouais. C'est bon, on a le reflet quand même, on a le reflet. Voilà. Impec. La mangrove s'étend sur la moitié du littoral calédonien, mais elle recule un peu plus chaque année. Je ne sais pas si le cœur de veau symbolise la mangrove. C'est une formation qui se trouve dans la mangrove, certes. Mais en tout cas, si on peut s'en servir pour la préserver, ouais, le cœur de veau, il est hyper important pour cet écosystème. Oh, allez, ouais. C'est impeccable. Le travail de Martial est de veiller sur ces splendeurs naturelles. Il prend en photo les sites qui risquent d'être dégradés. Car une activité menace particulièrement l'environnement en Nouvelle-Calédonie, les mines de nickel. Là, on arrive sur une zone industrielle d'exploitation de nickel. Voilà un exemple d'aménagement sur le littoral. Martial prend ces clichés pour déterminer si ces constructions sur la côte respectent bien le code de l'environnement. La Nouvelle-Calédonie est le 3e producteur mondial de nickel. Son sous-sol contient 30% des réserves de la planète. Une exploitation qui a profondément marqué le paysage. De gigantesques mines à ciel ouvert privent le relief de sa protection végétale. L'activité minière est l'une des premières causes de disparition de la forêt calédonienne.
Les conséquences, c'est justement des montagnes décapées, de l'érosion, des sédiments qui partent dans les rivières, et puis à terme le manque d'eau. Il n'y a plus rien pour retenir l'eau. Aujourd'hui, les industriels doivent revégétaliser les terrains qu'ils ont exploités pour limiter l'érosion. Et Martial vient régulièrement contrôler l'avancée du chantier. Donc voilà, ça c'est tout le terrain qui a été aménagé en haut. On voit des aménagements hydrauliques, c'est-à-dire des espèces de trous qui vont récolter les boues et qui vont filtrer les boues pour permettre à l'eau de repartir propre. Et puis les espèces végétales qui sont replantées. Et là on voit qu'au bout d'une dizaine d'années, là ça a bien repris, quoi. Voilà, tout ça, ça a quelques années maintenant. La flore de Nouvelle-Calédonie est l'une des plus riches de la planète. Au sommet de l'île, sur le mont Panier, une forêt de kauri des montagnes. Une espèce qui n'existe nulle part ailleurs. Cette forêt dense est un conservatoire à ciel ouvert. Une flore dont les origines remontent à plusieurs dizaines de millions d'années. Les 3/4 des plantes qui l'habitent sont endémiques. Elles ne vivent que sur ce territoire. Yes. Alors, on a 2 beaux échantillons. Vanessa Eke est botaniste. Elle est venue aujourd'hui récolter des échantillons pour les étudier. Elle est accompagnée par Denis Méandu, un guide kanak, et Hervé Vendreau, un confrère. Ouais, on va en couper un pour regarder à l'intérieur. Elles sont belles ces fougères. Elles sont magnifiques. Pour Vanessa, explorer cette forêt humide, c'est faire un saut dans le temps. Certaines des espèces qui poussent ici remontent à la préhistoire. C'est une fougère arborescente. C'est une fougère arborescente. On a une belle population là, d'Ossiatea. Et en fait, c'est des plantes qui sont intéressantes parce qu'elles sont très anciennes. On imagine que c'est le genre de plantes que mangeaient les dinosaures à l'époque. Et c'est un petit peu ce qui fascine aussi les botanistes en venant ici, c'est que voilà, c'est des vestiges un petit peu d'une flore très ancienne. Je ne peux plus m'arrêter de regarder les fougères, ça me fascine. Cette fougère arborescente est l'une des plus grandes au monde. Elle peut mesurer jusqu'à 35 mètres de hauteur. Juste à côté, une autre curiosité végétale, l'Amborella, la plus vieille plante à fleurs au monde. Elle a le même aspect qu'il y a 135 millions d'années. Toujours couvert de mousse, classique. Alors c'est surtout le fantasme de tous les botanistes qui travaillent sur l'évolution des plantes à fleurs. Pourquoi ? Parce que justement, elle se situe à la base de l'histoire de l'évolution des plantes. C'est la plus ancienne de toute la lignée des plantes à fleurs. Pour être très précis, c'est ça. La flore de Nouvelle-Calédonie comprend plus de 3300 espèces de plantes, mais il en reste encore beaucoup à découvrir. Bon, on rentre là. Bah ouais, si ça passe, allez. Ouh. C'est comment ? Ouh, c'est pas mal. C'est bien ? Ouh, c'est joli. Aujourd'hui, la mission de l'équipe est d'installer une parcelle d'études à 900 mètres d'altitude. Ah ouais, c'est sympa. Ouais. Regarde-moi ces racines. C'est assez dense, il y a pas mal de petites tiges. Première étape, délimiter le périmètre. Je démarre là. Tu fais à peu près perpendiculaire à la pente. On prend le cap avant de partir parce qu'après c'est... Ok, je viens vers toi. Ouais. J'espère que j'ai pas trop pris de jeu. Pour que ces observations soient valables, Vanessa doit tracer un carré parfait de 20 mètres sur 20 mètres. C'est bon, je suis au bout là. T'es au bout ? Ouais. Les qualités d'un bon botaniste, eh bien, il faut être agile et être capable de passer à travers les fougères sans tout détruire, parce que c'est quand même la parcelle qu'on va étudier. Bon, bah voilà. Ouais.
Il y a Denis qui commence à clouter. Bah, je te laisse attacher, je vais aller préparer la feuille. Chaque arbre dont le diamètre est supérieur à 5 cm est ensuite numéroté, mesuré et identifié. « 744, c'est un acropogon. C'est un acropogon aopiniensis. Acropogon aopiniensis. Il passe, lui, oui. Impeccable. Bah, comment c'est quoi, Je ce pense délire qu'il va y en avoir pas mal dans la parcelle. Le 759 qui fait 43. Le 26 759 qui fait 43. Et oui. en fait, c'est une fougère Et en arborescente fait, c'est une fougère. qui n'a pas de nom. Hein. Ah mais tout à Tiens, fait. tu l'aimes. Donc c'est celle qu'on avait vue tout à l'heure. On tombe dessus maintenant. Donc c'est la 26 759. Ouais, Et 43 et on va la récolter. Et on va la récolter. Donc je la mets en crosse blanche. Ouais. Et puis on va la montrer à Jérôme quand on rentrera. Ouais. Et Cette fougère crosse blanche n'a encore jamais été étudiée. Elle n'a pour l'instant pas de nom scientifique. Dès qu'on va dans des endroits qui sont un petit peu isolés et qui n'ont pas été très étudiés, en général, on tombe sur des espèces nouvelles. Après, elle a peut-être un nom local. Denis, vous avez un nom, vous, pour cette fougère-là? Non, on a juste un nom pour tous les fougères. D'accord, fougère arborescente en général. Pour différencier cette fougère des autres, Alors là, Vanessa franchement, doit à l'œil, récupérer un maximum d'informations. Ah oui, mais alors elle a du poil quand même. Ouais, elle a du poil. Parce que quand tu la regardes d'en haut, moi je t'aurais dit novocal, fastoche. Même pas peur. Même pas Ces peur. poils, Comme ce ça, sont de à l'œil, petites racines qui recouvrent entièrement le tronc de la fougère. Alors fais voir ce... Ouais, c'est marrant, il y a deux types de racines on dirait. Il y en a des grosses veloutées et puis il y a des espèces de petites racines qui sont à moitié glabre là, c'est vraiment particulier. C'est particulier. Celle-là que tu vois là. Ouais. Tu prends bien au bord là, puis. Ça à mettre en herbier, on va pas se marrer. Tu vois comme c'est large là. Ouais. Vanessa récupère un échantillon de la fougère pour la placer dans un herbier. Une technique qu'utilisaient déjà les botanistes au XVIIIe siècle. Il faut penser à retourner des feuilles de façon à ce qu'on voit l'endroit à l'envers, à faire en sorte que les fleurs soient bien visibles et qu'elles ne soient pas cachées sous une feuille. Donc c'est pas très compliqué, hein. Ça se faisait déjà comme ça il y a 200 ans, les herbiers. Et on va faire la fougère. Ça c'est le bout. Ouais. Et ben cette fougère, elle va rentrer au labo avec toutes les autres plantes qu'on a récoltées aujourd'hui. Et puis ensuite, on va aller regarder dans l'herbier si on a d'autres échantillons qui correspondent à celui-là. Donc on va essayer de comparer ces individus-là pour voir si ça correspond ou pas. Et si c'est bien ce qu'on pense être. Vanessa continue aujourd'hui le travail des botanistes qui découvrirent l'île avec James Cook en 1774. En approchant des côtes, ils aperçurent ces alignements de pins colonnaires. Ils crurent d'abord à de gigantesques rochers. Cela rappela à Cook les falaises de son pays, l'Écosse, alors appelée Calédonie. Il baptisa sa découverte Nouvelle-Calédonie. Sur cette île vivait le peuple kanak, dont la culture est étroitement liée à son environnement naturel. Depuis plus de 2 siècles, l'inventaire de la flore calédonienne se poursuit. C'est le travail de Vanessa et du laboratoire de botanique basé à Nouméa. La fougère de Vanessa va trouver sa place ici, dans l'herbier de Nouvelle-Calédonie. Avec l'aide de Jérôme, le responsable du laboratoire, Vanessa va comparer sa trouvaille avec d'autres spécimens. Une fois identifiée, cette nouvelle fougère va enrichir cette collection de 90 000 échantillons de plantes. Dans ces casiers, tout le patrimoine végétal de Nouvelle-Calédonie, récolté par des générations de botanistes. Alors, ici, nous avons un des
vieux spécimens que l'on a dans nos collections. Donc en fait, qui a été récolté entre 1855 et 1860 par Vieillard, avec l'écriture de l'époque. Alors là, ces échantillons-là sont vraiment les plus importants au sein de la collection, puisqu'en fait, là vous voyez ici, il y a une petite étiquette rouge qui dit donc isotype, c'est-à-dire que cette plante, ce Claoxylon, il a été décrit à partir de ce spécimen. C'est le spécimen de référence absolue pour cette plante. Théoriquement, à chaque fois qu'on veut identifier un Claoxylon pour être sûr que c'est bien ce Claoxylon insulanum, on devrait le comparer avec ce spécimen-là, pour être sûr que c'est bien ça. Ces richesses végétales font de la Nouvelle-Calédonie l'une des premières réserves de biodiversité de la planète. Mais un grand fléau menace ce précieux patrimoine, les feux de brousse. Chaque année, des incendies ravagent des milliers d'hectares à la saison sèche et détruisent des pans entiers de forêt. Nous sommes de retour en plein centre de la chaîne montagneuse calédonienne, tout près du village de Denis, le guide de Vanessa. Cette partie de la forêt a brûlé il y a 2 semaines à peine. Toutes ces feuilles mortes, là, ça fait du combustible, du très bon combustible. Donc ça fait un espèce de cercle vicieux où finalement, ces espèces, elles déclenchent le feu et le feu favorise le développement de ces espèces. À cause de ces feux, des milliers d'espèces végétales disparaissent. Elles laissent place à une savane où repoussent essentiellement des niaoulis. Car cet arbre a un secret qui lui permet de résister aux flammes. Il a bien brûlé celui-là. Oui, là on voit bien le... Ouais, celui-là il a brûlé plusieurs fois, mais enfin il a encore quand même pas mal d'épaisseur. Hein. Alors, en fait, on voit que là il a tout un tas de couches d'écorce successives qui lui apportent une excellente protection contre le feu. D'autant plus qu'entre chaque couche, c'est très humide. C'est quasiment mouillé, quoi. Donc en fait, là voilà, s'il y a un feu, il va y avoir vraiment les couches superficielles qui vont être affectées, mais l'intérieur est encore complètement intact, quoi. C'est sûr qu'ils sont capables de résister quand même à de nombreux feux, mais ils ne sont pas capables non plus de résister à 2 feux tous les ans systématiquement. Il y a quand même un moment où si vraiment ça brûle trop, à la fin il n'y a plus rien, et il n'y a plus rien non plus pour retenir le sol, quoi. Et là c'est vraiment encore plus la catastrophe. Denis a décidé de sauver cette forêt. Il a réussi à mobiliser tout son village pour replanter des arbres. Dans ce combat, la tribu de Goapin reçoit aujourd'hui l'aide d'une équipe du WWF, une association de défense de la nature. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Comme il se doit dans la culture kanak, tout commence par une coutume. Quelques morceaux de tissu, un peu d'argent, un signe de respect. C'est juste le geste qui compte, c'est pas ce qu'il y a dans la coutume qui compte. C'est le geste. Si on arrive chez quelqu'un, dans une tribu, il faut juste faire un petit geste d'arriver. La replantation des arbres aura lieu demain matin. Pour l'instant, Vanessa prépare avec Caroline, une femme de la tribu, le plat traditionnel, le bougna. Je fais ça aussi avec la fourchette ? Oui. L'important, c'est de pouvoir partager dans les clans, les familles. On va se régaler. Et là, c'est un grand jour, c'est pour ça qu'on fait le bougna. Le bougna est une sorte de ragoût à base d'igname, de taro et de légumes cuits dans du lait de coco. Donc là, c'est l'étape délicate pendant laquelle il faut faire attention de ne pas percer la feuille, sinon tout le lait de coco s'en va. Entièrement traditionnel, sauf les carottes et les patates. Donc, c'est devenu la tradition. Oui, maintenant, ça fait partie de la tradition, en fait. Ouais, voilà. Ouh. Il y en a pour combien, là? Il y en a pour combien, là? 5 personnes. 5 personnes? Je pense qu'on pourrait manger à 10 là-dedans. Oui. Le bougna est cuit à l'étouffée sur la braise.
2 heures plus tard, il est prêt à être dégusté. Magnifiques, ils sont tous différents. Superbe. Bon appétit. Ce soir, les bénévoles prennent des forces. Demain matin, ils ont une forêt à replanter. Le soleil vient à peine de se lever et déjà, Denis est à pied d'œuvre. Avec l'aide de Vanessa, il doit faire le tour de toutes les serres du village pour récupérer les jeunes arbres qui seront replantés ce matin. Ici, on est dans l'une des pépinières de la tribu. Et c'est Nicole qui est en charge de cette pépinière. C'est surtout les femmes qui s'occupent des pépinières ici, c'est ça? Oui. Donc en fait, c'est vous qui allez ramasser les graines, c'est vous qui faites les plantations. Donc ça, c'est plutôt une activité maintenant que les femmes ont pris en charge, en fait. Depuis 7 ans, les femmes de la tribu ont créé 12 pépinières, ce qui leur assure un petit revenu. Denis, le coordinateur de ce projet, est devenu expert dans l'art de choisir les graines et de les faire germer. Ici, il y a 400 photamani et 174 phothèques. C'est ceux-là, les phothèques. Donc maintenant, je sais que Denis, il sait parfaitement ce qu'il peut planter et ce qui va pousser là-bas dans les savanes à Niaouli, quoi. Je pense que quand on voit la quantité de plants qu'il y a dans ces pépinières, et puis tout est vivant, quoi. Enfin, c'est une explosion de vie là-dedans, hein. Que dans toutes les... Enfin, je veux dire, tout a marché là, hein. Tout ce qu'il a mis là, dans chaque alvéole, voilà, c'est parti, quoi. C'est vrai que ça respire... Ça demande qu'à vivre, quoi. Ça demande qu'à refaire de la forêt, tout ça. C'est parti. Là, il y a 2000 arbres plantés dans ma plantation. Et c'est un peu la consécration de tous les travaux qu'on est en train de faire avec WWF. Sur la plantation, tout le monde s'y met, les habitants de la tribu et les bénévoles, pour monter un par un les 2000 arbres à replanter. Comment tu vas te... Oui, mais des fois, elle a pas mal. Oh. N'hésitez pas à mettre du paillage. C'est très important le paillage. Hein. C'est pour garder l'humidité autour de la plante. Denis a choisi un flanc de colline juste en face du village, pour que les habitants de la tribu voient repousser leur forêt jour après jour. C'est un message pédagogique pour les gens et pour tout le monde, pour tout le pays, quoi. Ouais, c'est essayer de restaurer notre patrimoine culturel et se réapproprier les liens qu'on a peut-être perdus avec la nature. Mais pas encore. Pas encore, c'est pas prêt? Vanessa est venue avec Saya, sa fille, qui l'aide à replanter. Vas-y. Tu mets les deux mains? Avec les deux mains. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met un petit peu d'hydro-rétenteur. Donc ça permet de retenir l'eau. C'est des espèces de perles. Là, elles sont complètement imbibées d'eau. Et si jamais il pleut pas dans les semaines à venir, elles vont tout doucement permettre à la plante de continuer à avoir de l'eau. Parce que ce qui est difficile pour ces plants, c'est les premières semaines, en fait. Saya adore l'hydro-rétenteur. C'est sa spécialité, en fait. Quand on fait des plantations, elle s'est spécialisée dans l'hydro-rétenteur, en fait. Est-ce que c'est prêt, là? Non. Pas encore? Tu me dis quand c'est prêt, hein? Là, c'est bon. C'est bon? Alors, attends, regarde, je casse un petit peu la motte. Pour moi, c'est aussi une façon de partager ça avec mes enfants. C'est une façon de leur faire comprendre combien c'est important. C'est-à-dire c'est important pour moi, j'ai envie que ce soit important aussi pour elles. Donc c'est vrai que mes filles, elles ont l'habitude, l'une comme l'autre, depuis petite, on est sur les chantiers de plantation. Doucement avec les racines, hein, tu fais attention. J'ai envie que ce soit des enfants qui aiment les forêts, qui aiment la terre, qui aiment leur planète et qui la protègent.
Dans la tradition kanak, chacun de ces arbres accueille l'esprit d'un ancêtre. Depuis le classement du lagon par l'UNESCO, les tribus qui vivent au bord de la mer s'organisent elles aussi pour défendre leur patrimoine. Nous sommes à la pointe nord de la Calédonie. Ici, des hommes se battent pour sauver un coquillage emblématique, le bénitier. Donc on récupère les bénitiers, on les amène sur la table. Sébastien Faninos est biologiste. Avec Robert et les habitants de la tribu Yambé, il est venu chercher ici des bénitiers rouleurs. Car ce coquillage a bien failli disparaître, victime de l'engouement pour sa chair tendre et savoureuse. 3. Oula. Alors là, c'est l'atelier mesure. Il a l'air fatigué là. Robert Nounewai a initié ce projet il y a 3 ans avec Sébastien et le chef de sa tribu. Les autorités coutumières des tribus de Yambé et Diao ont constaté que la ressource a diminué. Peut-être par la surpêche. Et on a décidé de réensemencer le récif pour repeupler en bénitier. Parce que c'est une ressource que les populations ont besoin. Leurs bénitiers, ils viennent les récupérer chez Jean-Pierre Séraphin, le premier en Nouvelle-Calédonie à avoir créé une ferme aquacole pour ses coquillages. Dans cette baie, il y a à peu près 15 à 25 000 bénitiers. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le papa des bénitiers ou le professeur tournesol, puisqu'il regorge d'idées nouvelles, notamment pour les techniques de bagage de bénitiers. Et en fait, l'idée, c'est de s'approvisionner en bénitiers adultes sur la côte ouest et les amener dans l'aire marine sur la côte est. Et je pense sauver la vie à beaucoup de bénitiers. Alors, donc c'est pour ça un peu qu'on m'appelle le papa. On connaît le bénitier, ça on a toujours connu le bénitier, mais la façon dont il faut élever pour que ça fasse une bonne ressource, non. Alors on a tout appris ici chez professeur Tournesol. Mesurés, numérotés, les bénitiers sont prêts à partir. Et voilà, dans le cajot. Voilà, là on dispose de 3 heures pour les ramener sur la côte est, donc on ne tarde pas trop et on charge et on y va. Les bénitiers vont parcourir 70 km pour traverser l'île et rejoindre la côte est. Le long du littoral, au nord-est de l'île, des paysages à couper le souffle. Cette côte est restée l'une des plus sauvages et des mieux préservées. Ces gigantesques lames dressées vers le ciel sont des morceaux du lagon soulevés du fond des mers il y a des millions d'années. Des formes spectaculaires, comme la célèbre poule de Yengen. Elle fait plus de 100 mètres de haut. Fin de la journée. Les bénitiers sont arrivés à destination. Ils vont passer la nuit dans l'eau et demain matin, ils iront rejoindre leur nouvel habitat. Ils vont s'ouvrir tout doucement, voilà comme celui-ci là. Celui-ci là. Ouais. En contact avec l'eau. C'est un projet de vie qu'on met en place ici pour les gens, pour qu'ils puissent remanger du bénitier. Et puis peut-être plus tard, si on en a plusieurs, ben, peut-être que les gens peuvent avoir quelques pécules au niveau de la commerce, dans le commerce. Important. Important parce que ici, vous voyez, c'est vert, nous n'avons pas de mine, on n'a que la nature qui nous procure des revenus.
Le lendemain matin, Robert, Sébastien et les habitants de la tribu ont chargé les 40 bénitiers. Pour les conduire dans leur nouveau foyer, ils doivent traverser cet endroit d'un bleu profond. C'est un cimetière kanak où l'esprit des anciens vient se reposer. Pour y entrer, il faut faire la coutume et seule la langue kanak peut être parlée. Dans tout cet espace, il est interdit de pêcher. Ici, la défense de l'environnement a rejoint la tradition. On a un bel exemple en fait d'intégration des règles coutumières dans le droit commun. C'est-à-dire que l'on avait une zone taboue qui était respectée par l'ensemble des tribus. Et de cet interdit spécifique pour les tribus kanak, on a généralisé à l'ensemble de la population, en interdisant le site, en mettant en place une réserve de nature sauvage. La 2 doit être quelque part. Elle est là, non? Regarde comme c'est clair, là. Ah, on a une chance incroyable, là. Voici le nouvel habitat des bénitiers. 300 coquillages ont déjà été déposés ici depuis le début de l'opération. Ici, avant, on marchait presque sous les bénitiers, hein, sur ce récif-là. Mais maintenant, vous pouvez regarder, il n'y a que les bénitiers qu'on a mis sur les stations où il y a un regroupement. Sinon, autour, il n'y a rien. Attention les doigts. Au. Les nouveaux géniteurs vont être répartis sur ces fonds sableux à raison de 4 ou 5 bénitiers par mètre carré. C'est la meilleure disposition pour favoriser la reproduction. Les plongeurs vont aussi profiter de l'occasion pour contrôler l'état de santé des 300 premiers coquillages. Il faut tous les remonter un par un et de nouveau les mesurer. Robert? Oui. Le premier bénitier des 300 qu'on a mis sur le récif Bewen. Voilà. On porte l'étiquette. Premier bénitier bagué, pêché à Golonne, chez Séraphin, bagué, et qui fait 23 cm. Il est venu tout petit de là-bas. Je les reprends. Voilà. Il faudra attendre 5 ans pour que ces coquillages arrivent à maturité et que les habitants puissent faire leur première récolte de bénitiers rouleurs. Plus à l'est, direction l'archipel des Loyautés. 100 km au large de la Grande Terre émergent 3 îles, Maré, Lifou et Ouvéa. Ces terres sont dites coutumières. Les populations kanak les cultivent selon leurs traditions. Ces îles abritent une merveilleuse richesse, une essence précieuse dont l'odeur évoque l'Orient et le luxe, l'arbre de santal. Mais cette ressource naturelle est extrêmement vulnérable. Surexploité au XIXe siècle, le santal a bien failli disparaître. Dimanche matin, sur l'île de Maré. Jean Wekedje est venu assister à l'office. Cet ingénieur agronome produit de l'essence de santal pour de grandes marques de parfums.
Jean est resté très attaché à sa terre. Pour lui, il est essentiel de préserver le Santal pour les habitants de son île. Jean a aujourd'hui un rendez-vous important. Il doit accueillir Sandrine Vidot. Cette jeune femme qui vit à Nouméa crée des parfums pour des marques prestigieuses dans le monde entier. Dans ses compositions, Sandrine utilise du santal de l'île de Maré. Quand j'utilise une matière première naturelle, j'essaye d'avoir le maximum d'informations sur la matière. Voir s'il y a une traçabilité, voir s'il y a réellement une politique de pérennisation de la plante qu'on utilise. Être sûr que je ne contribue pas à la disparition de l'espèce et que finalement, ce n'est pas la quantité de flacons vendus dans l'année qui est importante, c'est la quantité de ce que la nature peut nous offrir et que justement tout ça doit être équilibré. La qualité du santal calédonien est l'une des meilleures au monde. Cet arbre pousse à l'état sauvage dans les forêts de l'île de Maré. Bonjour. Sandrine Vidot. Bonjour. Jean et Sandrine accompagnent Jean-Marie Wamétou, l'agent forestier, et André, qui va abattre un pied de santal. Donc voilà, donc là on a martelé dans cette zone à peu près deux pieds. Il y a quelques années encore, la coupe se faisait sans contrôle. Aujourd'hui, les habitants doivent respecter des quotas. Et Jean-Marie vérifie que les arbres sont bien à maturité. Pour la population de Maré, ce bois de santal est une vraie richesse. Là où il a été récupéré. Ici, on le surnomme le nickel des îles. Quand tu le coupes, c'est comme si tu vas aller chercher de l'argent dans une banque. Voilà. C'est ça, en gros, c'est ça. Bah, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'ici, quand les gens ont besoin en argent, bah, ils vont aller couper le pied. Mais la démarche des aînés, des vieux, c'est que eux, ils coupent pas n'importe quoi. Eux, ils coupent vraiment des bons bois. Là où le pied, on va couper le pied, il faut qu'autour, on puisse avoir une régénération naturelle. D'accord. Voilà. Il ne faut pas lui dire de couper ça s'il n'y a pas des pieds pour la relève. Voilà. Donc là, vous avez 1, 2, 3. Mais déjà, là, les deux, là, pour moi, c'est l'idéal. Donc là, je peux lui dire, voilà, maintenant, tu peux le couper. À l'intérieur du tronc, le bois de cœur, la partie la plus concentrée en essence de santal. Là, ce que fait André, il est en train d'enlever l'aubier, la partie aubier, pour garder que le bois de cœur. Parce qu'en fait, ce qui est acheté, c'est le bois de cœur. Le bois de santal, au départ, en fin de compte, l'engouement des civilisations asiatiques et indiennes, c'est pour l'encens, pour la confection des encens à brûler. La première utilisation du santal, elle est là. Et la poudre de santal est utilisée dans la confection des encens à brûler. Ça sent bon. Ah ouais, ça sent bon. Mais tu vois, c'est la première fois, je sais qu'il est lacté, hein, le santal, enfin qu'il est très lacté celui-là. Mais là, en fait, c'est lait de coco, quoi. Moi, je suis dans lait de coco aujourd'hui. Vraiment. Jean veut montrer à Sandrine comment il extrait de ce bois son essence de santal. Il a conçu sa distillerie pour qu'elle respecte les dernières normes environnementales. Pareil. Là, on va dans la salle de broyage. Tout à fait. Voilà. C'est de la sciure de bois. C'est presque de la sciure de bois. Presque de la sciure de bois. Voilà. Là. Et là, tu peux sentir. Ah là, je me roulerai dedans. Ah, c'est divin. Il est chaleureux, hein. Récupéré et on les place. C'est la première fois que Sandrine découvre cette nouvelle installation qui permet d'extraire l'essence parfumée du bois. Car pour garder toutes ces senteurs, Jean a développé un nouveau procédé avec une société grassoise. Une technique qu'il tient à garder secrète. Quand on dit savoir-faire, on dit secret, en fait. C'est un cadeau. J'avouerai que d'assister à ce à quoi on assiste est un cadeau et d'une grande valeur.
Quelques heures suffisent pour obtenir cette essence de santal, de l'or liquide qui vaut une véritable fortune sur le marché de la parfumerie. Donc voilà l'essence obtenue au bout de 6 heures d'extraction de notre bois broyé de santal, de bois de cœur. Tu égouttes quand même parce que bon, les gouttes quand même, ça, c'est important, précieux. C'est un liquide extrêmement précieux. Extrêmement précieux. Là, c'est de l'essence pure en fait. Ce qui m'étonne, c'est sa douceur. C'est la première fois que je sens un santal de Calédonie aussi câlin, aussi tendre et aussi doux. Il a une rondeur que je ne lui connaissais pas, en fait. Tout à fait. C'est une très, très grande fierté pour nous parce que c'est vrai que le santal a été exploité depuis longtemps et on n'a jamais vu, c'est-à-dire les populations n'ont jamais vu où ça allait, notre santal. Or là, nous, on sait, Bleu de Chanel est fabriqué à partir de notre essence de santal. Voilà. L'année prochaine, en tout cas. L'autre grande fierté de Jean, cette serre où son équipe cultive 15 000 pieds de santal. Car pour Jean, l'important c'est d'assurer l'avenir. En Nouvelle-Calédonie, la loi impose de replanter 3 arbres pour un santal arraché. Ici, on en replante 9. Et c'est toute la population qui participe au reboisement. Bonjour. John Peu est l'un des anciens de la tribu. C'est lui qui montre aux plus jeunes ces gestes essentiels pour le renouvellement du santal. Parce que là, on sait que dans cette parcelle, on a 5000. On a planté déjà 5000. Vous avez déjà planté 5000 pieds, là ? On a déjà 5000 pieds. Et on va encore planter 10 000 pieds à la fin de l'année. Ça, c'est notre génération. Même si on ne va pas couper, on s'en fout. Parce que si vous regardez bien, les cocotiers qu'on mange maintenant, les cocos, c'est les anciens qui ont planté. On aime bien manger le coco. Voilà, il faut faire pareil pour la génération d'après. C'est très beau. Eux, ils n'auront plus de nickel dans 50 ans. Par contre, nous, on aura toujours du santal. Je veux dire, le santal, tu travailles avec encore plus d'amour quand tu sais qu'il y a ça derrière, quoi. Je ne contribue pas à sa disparition parce que derrière, il y a d'autres personnes qui plantent, qui continuent à planter, qui continuent à entretenir. Et maintenant, quand je vais travailler le santal, toutes ces images, elles vont être avec moi. Et ça va transpirer, en fait. Voilà, c'est ça que je trouve... Enfin, moi, je suis émue. Merci beaucoup. Merci. Sur la côte ouest, des rassemblements de chevaux sauvages traversent d'immenses plaines d'herbes hautes. Les premiers chevaux ont été importés au milieu du 19e siècle. Très vite, les hommes ont entrepris de les dresser pour rassembler les troupeaux de bétail. Entre le bleu du lagon et les montagnes de la chaîne centrale, nous entrons sur les terres des stockmen, les éleveurs de Nouvelle-Calédonie. Agathe est vétérinaire. Elle est venue aujourd'hui aider à rentrer le bétail. Cette passionnée de cheval est arrivée il y a 10 ans sur l'île. Elle est tombée amoureuse de ce mode de vie qui se perpétue depuis plus d'un siècle. T'es en plein air, c'est agréable, tu travailles au rythme des chevaux, avec les animaux. Non, c'est très très agréable. Bon, il y a des fois tu te fais un peu bousculer. Hein. Moi, je veux dire, j'ai failli me faire retourner par une vache qui voulait pas y aller. Elle a soulevé la jument. Enfin, il y a des fois, il faut faire attention. Pareil, les taureaux, moi je manie pas le fouet, donc je préfère qu'il y ait les garçons avec le fouet quand même. Hein. Parce qu'un taureau, ça peut te charger, ça peut te faire mal.
Voilà, tu vois bien le travail du fouet, là où la vache, elle voulait pas avancer. Et tu vois, il l'a pas touché, il a simplement claqué. Et rien que le son du fouet, la vache, elle sait. Et du coup, elle va avancer. Mais c'est vrai que des grandes rentrées comme ça, t'en as plus sur toutes les propriétés maintenant. C'est en train de disparaître parce que t'as plus beaucoup de propriétés de ces superficies. Donc c'est un spectacle, je dirais que ouais, ça va. Faut le mettre dans les archives parce qu'un jour on le verra plus, quoi. Cet élevage est celui de Ghislain Santa Croce. Ghislain possède plus de 1200 hectares de terre, l'une des plus belles fermes de la région. Et pourtant, ses ancêtres ont débarqué ici sans rien. Je suis bagnat par mon père et esclave par ma mère, parce que les Martiniquais étaient tous des esclaves. Donc, moi, c'est une fierté. Je suis sorti du lot, mais je suis toujours une tête de mule. Hein, mais voilà, je suis là. Et je suis arrivé ici, on m'a dit que c'est le plus grand désert de Calédonie. Le plus grand désert, je l'ai transformé. Voilà, il y a plus de 1000 têtes maintenant, 1000 bovins, je suis fier. L'histoire de ces hommes en Nouvelle-Calédonie remonte à la création d'un bagne sur l'île au XIXe siècle. Une fois libérés, les anciens forçats doivent rester sur l'île. On leur donne des terres sur lesquelles ils installent des élevages. Et c'est en Australie qu'ils vont chercher les premières têtes de bétail. Ils en ramènent aussi des techniques de travail et une tradition, celle des stockmen. Alors en fait, bon, déjà, tu as la selle de stock, c'est une selle australienne. Donc tu vois bien sur la selle de Guy, devant, tu as les deux oreilles, tu as des quartiers qui sont longs et tu as un siège derrière qui te permet d'être bien calé. Donc c'est vraiment une selle de travail. Et la selle de Guy, en plus, est équipée d'un pommeau devant, d'un pommeau un peu comme les selles américaines. Voilà la tenue du stockman, avec un beau stockman. C'est là le baggy, c'est là, sors celle-là déjà. Allez. Et... Tout à l'heure, j'ai à peu près réussi toute seule, mais c'était pas évident. C'est qu'en fait, voilà, j'essaie de le caler. Ouais. Et moi, je tiens la tête, je fais quoi? Sa mère est morte la semaine dernière. Et donc, on lui a donné des mères de remplacement, donc il a tété des mères. Mais là, on n'a pas pu les rentrer aujourd'hui. À son arrivée en Calédonie, la jeune vétérinaire a dû apprendre à adapter ses techniques de travail. J'ai retrouvé le côté que j'avais dans les montagnes, dans les Pyrénées, avec l'élevage, les élevages d'estive, etc. Et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Et quand tu arrives, tu te dis « Oh là là, il y aurait ça à faire, il y aurait ça à faire, il y aurait ça, mais pourquoi ils n'ont pas fait ci? Mais franchement, pourquoi ils font pas ça ?» Et puis au bout de quelques mois, tu te dis « Ouais, mais c'est super parce qu'ils l'ont pas fait. » Et que justement, tu as ces grands espaces, tu as cette liberté, tu as tout un mode de vie qui est préservé, une qualité de vie que tu ne retrouves pas ailleurs. Ces taureaux ont été sélectionnés spécialement pour le rodéo. Hey, mets-toi autour devant. Et dans les stations d'élevage, tout le monde se prépare. Demain a lieu le rodéo le plus important de l'année. Agathe vient justement assister aux derniers entraînements. Elle veut nous présenter son ami Tino, l'entraîneur des jeunes champions. Salut Tino! Hey! Longtemps, c'est pas vu? Bah ouais! Je vais voir les champions! Ça va? Ouais. Bah ouais, c'est à toi qu'il faut demander ça. Bon, ça va. T'attaques demain? Oui. T'es fada. T'es fada. Tu fais combien de temps? 25 ans, 30 ans que tu fais? 31 ans. 31 ans. 31 ans de rodéo, et Tino défie toujours les taureaux. C'est un taureau mécanique. Et c'est très bon pour apprendre les techniques aux jeunes, quoi. Très bon. Bah, c'est mieux, on ne blesse pas, quoi. C'est moins dangereux, quoi. Voilà. T'es monté? Allez. Tu peux. Okay. Mais doucement, hein. Tu me tues pas, hein. Okay, vas-y, fais les techniques, vas-y. Là. Une. Pas trop en arrière. Pas trop en arrière. Ah. D'accord. Voilà. Petit pied devant aussi, en même temps. En même temps. Ok. Tu tends en même temps. Ah. Ouah. J'ai jamais fait ça. C'est peut-être la dernière fois que vous allez me voir. Hein.
Non, t'inquiète. Chapeau? Ah, ça. Dédicacé en plus. Ouais. Eddie Fischer. Comment? Le chapeau, c'est obligatoire? Ah ouais, je te confie ça. C'est plus joli. C'est plus beau, sinon t'es pas un cowboy. Tant pis. Ouais, ben voilà, c'est bon. C'est mieux. Et là. C'est bon, oui. Longe. C'est bon. Et ça Là. bouge. Super. Hey. Regarde ta main. Magnifique, ça. Joli, ça. C'est une championne. Ok, c'est bon. Yes. Là, elle est pas mal, là. Par contre, c'est du muscle. Les abdos, là. Les abdos, ils travaillent, hein, puis les cuisses aussi. Hein. Il faut tenir combien de temps comme ça? 10 secondes, hein 8 secondes. Non, c'est 8 sur taureau et 10 sur chevaux. Non, 8 dans les deux cas, 8 Ouais, partout. c'est ça. 8 secondes. Super, hein. T'as bien Voilà. monté, hein. Merci, Tino. Belle technique. Ce matin commence la grande foire du village de Bourail. Pendant 3 jours, 20 000 personnes se donnent rendez-vous pour faire vivre les traditions de la brousse. Agathe ne raterait l'événement pour rien au monde. Elle est venue avec sa jument participer aux courses qui rythment ce week-end de fête. Mais d'abord, elle passe saluer les éleveurs avec qui elle travaille toute l'année. Ils présentent leurs plus beaux chevaux au concours agricole. Quelle catégorie? Cheval de selle. Cheval de selle. Joli, hein? Dans le temps, c'était l'outil de travail. Tout le monde se déplaçait à cheval, travailler du stock, du bétail sauvage et tout ça. Il y avait beaucoup de bétail sauvage, alors ça a toujours été l'outil de travail, comme on dit. Voilà. Ah, les Calédoniens en général, ils aiment le cheval. Oui. Oh, il se met au milieu. Nous, en fait, on est les cavaliers qui allons participer aux différents jeux, aux rodéos, à tout ça. Donc, t'as tous les âges, il y a des garçons, il y a des filles, il y a des gens d'un peu partout du territoire. Donc voilà, donc ça, c'est les cavaliers, les broussards qui défilent. C'est vraiment, c'est une passion. De toute manière, le cheval, ça ne peut être qu'une passion. Première épreuve de la journée pour Agathe, la course de stock. C'est une grande tradition calédonienne, directement inspirée du travail du bétail sur les stations d'élevage. Comment ça va? Mal. Parce que là, c'est le stress. Là, faut pas trop me parler. Là, c'est stressant. Le terrain est très accidenté et il s'agit de ne pas rater une porte. Les chutes sont courantes et peuvent être dangereuses. C'est perdu pour Agathe. Elle aura d'autres occasions de se rattraper. Là, je m'en super et quand j'ai risqué de faire un travers à tout le monde, elle a quand même bien répondu, bien arrêté alors qu'elle était bien lancée et qu'elle avait qu'une envie, c'était continuer. Mais il fallait qu'on aille chercher notre fût. Ah, ma fille. Allez. En métropole, il n'y a pas ces jeux-là. Toutes ces épreuves ont été inventées par les éleveurs pour mesurer leur savoir-faire à dos de cheval. On va faire une petite dispute là. Avec le temps, ces compétitions sont devenues des rendez-vous où se retrouvent tous les Calédoniens de la brousse. C'est des gens qui ont une culture du travail, de l'effort, de l'entraide, de plein de choses, qui fait que c'est merveilleux. Puis t'as plein de mélanges, t'as plein de gens différents, t'as plein de... Puis ils se plaignent pas. Ils se plaignent pas. La vie n'est pas toujours facile avec eux, mais ils se plaignent pas. Ils vont de l'avant. Je crois que c'est lié à l'histoire du pays, parce que voilà, ils ont dû se battre pour construire le pays, etc. Et les gens, ouais, ils sont chouettes. Ils sont beaux ici. Fin de journée. Le moment que tout le monde attend va commencer, le rodéo. Ces concurrents sont venus de toute l'île pour défier taureaux et chevaux sauvages. Tino est là, bien sûr. Là, il commence à préparer les selles, tout ça, là. Préparer, s'échauffer. Bah, normalement, il doit régler sa monture, hein, régler surtout le réglage de la jambe. Pas trop long, pas trop court, faut pas qu'il tombe à l'avant.
On regarde bien, puis après on met le kicker. Et après on met le kicker en dernier. Et tu sers en dernier le kicker après. Le kickers, c'est cette sangle tendue autour du bas-ventre du cheval et qui provoque les ruades. Ce soir, Tino est le clown du rodéo. Son rôle est important. Il doit détourner l'attention du taureau pour laisser aux concurrents le temps de se mettre à l'abri. Un taureau pèse plus d'1 tonne. À pleine vitesse, il peut tuer un homme. La force du coup, là, c'est terrible la pression. La force, il peut lever une voiture. Et te jeter à 2-3 mètres en l'air. Faut pas rigoler là, on rigole plus. C'est ça le rodéo. Faut pas avoir peur. Work, work, all week long, punching that clock, dusk at dawn, counting the days to Friday night. That's when all the conditions are right for a good time. I need a good time. Yeah, good time. C'est maintenant au tour d'Amédée, le fils de Tino, d'entrer en piste. Le fils de Tino. Allez, point numéro 2, Amédée Leclerc, de la foi. Les 8 secondes sont passées, Amédée est toujours sur son cheval, Paris gagné. Ça fait un petit peu peur quand j'ai mon fils et puis mes neveux aussi, hein. Ça fait un peu peur. Et puis voilà, c'est moi qui ramasse tout pour eux, quoi. Et puis même mes copains, quoi, les petits jeunes, quoi. J'ai peur un peu pour eux, quoi. C'est pour ça qu'on est là, quoi. On peut l'applaudir. Au large de la côte ouest, les coraux dessinent d'incroyables tableaux. Ces fonds marins abritent des espèces fabuleuses. Les eaux calédoniennes accueillent la 3e population mondiale de dugons. Ce paisible herbivore, que les marins de l'Antiquité prenaient pour une sirène, est en voie d'extinction. Ces grands rassemblements sur les herbiers de la côte ouest sont aujourd'hui un spectacle rarissime. Le sud du lagon calédonien est aussi très fréquenté par les baleines à bosse. Elles reviennent chaque année, de juillet à septembre, dans ces eaux chaudes pour se reproduire. Nous retrouvons Christophe Chevillon et la brigade de protection du lagon. Ils sont aujourd'hui dans la baie de Prony, une zone importante pour la sauvegarde des baleines. Bon alors Patrice, ça se présente comment? Là, on a trois groupes sur le plan d'eau, donc un groupe. Christophe et le capitaine Patrice Plichon surveillent aujourd'hui les bateaux de touristes venus observer les cétacés. Ce spectacle fascinant attire chaque année des milliers de curieux, mais ils ne doivent pas gêner la reproduction des mammifères marins. On est parti d'une époque où c'était un peu l'anarchie, les gens vraiment harcelaient les animaux. Et donc ça fait plusieurs années qu'on travaille tous ensemble, au début de chaque saison, à la fin de chaque saison pour faire un bilan. Et donc oui, on se met tous autour de la table, les skippers, les équipages de la protection du lagon, et de façon à ce que ça se passe le mieux possible sur l'eau. Donc aujourd'hui, on a noué des liens vraiment de confiance, voire d'amitié. Et oui, on se connaît bien. Pépé! Bonjour Pépé! Claire a signalé apparemment un animal vers Bonance. J'ai cru entendre à la radio là. Bonance? Ouais.
Sur ce voilier, Aline, une jeune scientifique, explique aux passagers tous les secrets du comportement des baleines à bosse. Elles sont devant. En voilà une. Voilà la deuxième. Ah, il y a les deux. Donc dans la séquence de plongée, on voit d'abord le dos s'arrondir derrière la dorsale, donc la bosse. Hein, c'est pour ça qu'on les appelle baleines à bosse. Et ensuite, la caudale qui sort. Ces sorties, elles ont aussi un aspect pédagogique. Il faut apprendre aux gens qu'est-ce qu'ils voient. On voit les animaux dans leur milieu naturel, pourquoi ils viennent. Toutes ces choses-là, ça nous permet de mieux les comprendre et à partir de ce moment-là, de mieux les respecter et les conserver. On a toujours les deux, vous avez vu en surface, on a bien vu les deux dos, donc elles sont toujours ensemble. Elles ont une grande queue et aussi quand elles plongent, ça fait beaucoup d'eau qui les éclabousse. Ils sont passés à combien de temps d'apnée? 7 minutes? 8 maintenant? Ouais. Ça augmente les temps d'apnée. Hein. Le temps de plongée entre deux respirations s'est allongé. Les animaux ont commencé à changer de comportement. C'est le signe qu'il faut les laisser tranquilles. Whale Watcher, donc bambou free va dégager. Donc ça fait une demi-heure d'observation. La brigade du lagon veille à ce qu'aucun bateau ne dépasse un temps d'observation d'1 heure par baleine et qu'il ne s'approche pas à moins de 100 mètres des cétacés. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez rejoindre les autres bateaux pour que tous les bateaux qui observent la baleine soient en même temps? Vous restez groupés avec eux, s'il vous plaît. De tous les spectacles du monde animal, le saut d'une baleine est sûrement l'un des plus saisissants. Eh ben, déjà, on reste sur les côtés, hein, on ne lui coupe pas la route, on ne s'approche pas trop près, on ne la poursuit pas par l'arrière, auquel cas elle se sent poursuivie, elle va accélérer. Mais en restant comme ça, bien sur les côtés, à distance, il n'y a pas de souci et du coup, on peut l'observer beaucoup plus longtemps, quoi. Elle vrille, elle se retourne, elle retombe, ça fait un bruit monumental. Et donc, effectivement, c'est bien ça que viennent voir les gens. Mais il faut savoir que ce n'est pas tous les jours et ce n'est pas à chaque sortie qu'on a la chance d'observer ça. Là, on a vraiment beaucoup de chance. On ne sait pas réellement pourquoi ces animaux font ces sauts. Est-ce par jeu, pour communiquer ou pour se débarrasser des parasites ? Ces comportements n'impressionnent pas seulement les touristes. Ils ont aussi un sens rituel pour la tribu de Wara qui vit sur l'île Ouin. Donc, je prends à midi. À droite, à droite, à droite. D'accord. Voilà. Vers Moravel, là. Nous rejoignons Martial, notre photographe, et Alain, son pilote. Aujourd'hui, ils sont venus faire un reportage sur cette île dont la culture est intimement liée à la baleine. En face de la tribu de Wara, on a un récif en forme de queue de baleine et ça a une forte influence sur les coutumes locales là, de l'île, surtout pour la préparation des champs d'igname. C'est-à-dire que lorsque les baleines rentrent dans le lagon, il est temps de préparer les champs pour la plantation d'igname. L'igname est un tubercule, un aliment qui a une valeur symbolique pour les Kanaks. Martial doit faire un reportage photographique à terre sur les traditions de la tribu de l'île. Regarde-moi. Voilà. Ok. Yes. Depuis toujours, ces habitants voient passer les baleines juste devant leur village. Et ces apparitions rythment toute leur vie. Bonjour. Martial est venu photographier Myriam. Aujourd'hui, elle doit planter ses ignames au pied de ses tuteurs appelés gaulettes. Bouge pas, encore une. Quand on plante les ignames, il faut toujours mettre la tête par rapport à la goualette. Il faut dire que c'est déjà planté.
faut mettre les lignames, puis enterrer, puis attendre que ça va pousser, puis après on va mettre les branches. Regarde-moi, Myriam, regarde-moi, voilà. Avec un beau sourire, hein, vrai, là, voilà. L'igname est un tubercule sacré pour les Kanaks. Il est respecté à l'égal d'un être humain. Aucun mariage, aucune cérémonie importante sans igname. Super, merci beaucoup. Il y a des coutumes. Quand on rentre chez une personne avec un clan, on amène 2 ou 3 têtes d'igname. C'est chez nous, les Kanaks, c'est ça, c'est l'igname. Il fait la valeur de l'homme. Sinon, s'il n'y a pas d'igname, il n'y a rien, quoi. Depuis toujours, les baleines fixent le calendrier de l'igname. Les habitants de l'île craignent que les cétacés ne soient dérangés et qu'un jour ils ne reviennent plus. C'est pour Martial une motivation de plus dans sa mission de protection du lagon. C'est un peu la continuité d'une préservation, donc d'une surveillance que je peux faire moi dans mon travail. Et voilà, la finalité, elle est là. Et il faut que ce lien continue à exister parce que si tu enlèves un élément de cette chaîne, c'est toute la chaîne qui sera déstabilisée. En Nouvelle-Calédonie, les baleines sont protégées par ces liens coutumiers et depuis 2003, par une loi qui déclare ces eaux sanctuaires pour les cétacés. Depuis plus de 15 ans, le sud de la Calédonie est aussi un espace d'études. Une équipe de scientifiques tente de percer les secrets de ces merveilleux mammifères marins. Départ de Prony, 6h54. Comme tous les matins pendant la saison des baleines, l'équipe d'opération cétacés prend la mer dès l'aube. Claire Garrigue est océanographe. Ce matin, avec Véronique, sa pilote, et Magali, une biologiste, elles vont tenter d'approcher les baleines pour recueillir un maximum d'informations. Donc pour pouvoir essayer d'en rater le moins possible, on divise le bateau en zones et chacun d'entre nous regarde une zone spécifique et cherche à trouver des souffles ou tout signe qui peut indiquer la présence de baleines. Là! En fait, on vient de voir la baleine qui a soufflé, donc on la repère pour pouvoir suivre sa direction et être pas trop loin la prochaine fois qu'elle restera en surface, de nouveau. Là! Yes. Et on va essayer de la prendre en photo, enfin de prendre sa nageoire caudale, si elle nous la montre, afin de pouvoir l'identifier et après la comparer aux photos du catalogue, savoir si c'est une baleine qu'on connaît déjà ou si c'est une nouvelle pour la Nouvelle-Calédonie. Elle souffle. Ah, la baleine, elle sonne, Claire. Les dessins sur la queue et la nageoire dorsale diffèrent pour chaque animal. Ils forment une véritable carte d'identité. Attention, Claire! Année après année, Claire a recueilli des milliers de clichés qui permettent de mieux connaître la population de baleines qui se reproduit en Calédonie. Bon, j'ai 2 dorsales. C'est merveilleux. Oh, mais ça, c'est mieux, là. Voilà. Tu vois? Allez, c'est parti. Retour à terre. La journée de travail est loin d'être terminée. Claire, Magali et Véronique doivent maintenant comparer leurs photos avec celles des années précédentes. Dans cet album, 757 baleines, le fruit de 15 ans d'observation. Celle-là, il faut voir qu'elle mangeait. Elle lui manque carrément un morceau. Là. Et dans celle-là, yes. Ouais, voilà, ça avec ressemble, le avec morceau, le ouais, petit c'est ça. bitonio, ouais. Donc femelle, vue pour la première fois en 97. Donc là, pour la reconnaître, on voit qu'on a très facilement ces 2 bandes noires qui sont liées par un petit trait qu'on retrouve ici. De l'autre côté, encore une série de 3 points là, 1, 2 et 3. Et puis on a les morsures qui sont des traces de dents d'orque. Cette baleine s'appelle Magali, en hommage à Magali. Voilà.
Et donc ça, c'est une des premières baleines qu'on a vues, puisque c'est la numéro 12, c'est une femelle. On l'a revue en 97, on l'a revue en 2003, je crois que tu étais là. Avec un petit? Oui, et on l'a revue l'an dernier avec un petit également. Donc c'est une baleine sur laquelle on commence à avoir un historique assez conséquent. On a une partie de la population qui est fidèle à la Nouvelle-Calédonie. On a des animaux fidèles, ça représente environ un quart des baleines qu'on a vues, on les a revues au moins une fois. Et certaines ont été revues 10 années, pas consécutives, mais 10 années depuis la période où on étudie cette population. Pour réaliser cet immense travail, Claire et son équipe ne comptent pas leurs heures. Tous les jours, dès que le temps le permet, elles repartent à la recherche de nouveaux indices pour mieux défendre ces géants des mers. Tu vois, les baleines arrivent des fois sans même que tu te poses de questions. Aujourd'hui, elles entament une nouvelle opération. Pour cela, Claire va devoir s'approcher encore plus près des animaux. Donc voilà, on va essayer de faire une biopsie sur une baleine qui consiste à prélever un petit morceau de peau et de gras à l'aide d'une arbalète et d'une flèche qui est munie d'un embout qui, en percutant la baleine, va pouvoir prélever cet échantillon sur lequel on va faire un certain nombre d'analyses génétiques. On va par exemple pouvoir connaître le sexe de la baleine et on va pouvoir également connaître les liens de cette population de Nouvelle-Calédonie avec les autres populations du Pacifique Sud. Là, avec un peu de chance, celle-là, elle nous tourne autour, tu vois. T'y es? Ouais. Ah. Voilà. Donc là, on voit justement la flèche qui a prélevé le petit morceau. Ça, c'est le gras qui sort. Et puis, on va traiter la flèche et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, en fait, on a l'échantillon qu'on a récolté. Donc on voit en gros un petit peu moins d'1 centimètre de peau qui est noire et puis le gras. Et donc c'est sur la peau qu'on va extraire l'ADN pour pouvoir faire les analyses de génétique. Donc la flèche, c'est l'échantillon 37. Alors le gras, il peut donner des informations sur l'état des océans en fait, sur les polluants qui sont stockés dans les gras des baleines. Donc que ce soit pesticides, insecticides, sur les métaux lourds. Voilà. Ces analyses ont aussi montré que ce groupe de baleines ne comprend que 500 individus, l'une des plus petites populations du Pacifique Sud. Le travail de Claire a permis une prise de conscience. La survie des baleines calédoniennes reste toujours incertaine. Pour repérer les animaux en mer, Claire et son équipe sont aidées dans leurs recherches par 2 bénévoles de l'association Opération Cétacés, installée près du phare du Cap Endwa. Ok, je vois quelque chose. Juste derrière Hugo. Emma est néo-zélandaise. Elle vient d'apercevoir un rassemblement inhabituel de cétacés. Tu l'as dans le théodolite? Oui. Elle repère leur position précise. Et Stan va pouvoir alerter le Zodiac. Bioéthique, je te reçois. Juste pour vous signaler qu'on a vu un groupe de 5. Ah ouais, un groupe reproducteur. D'accord, donc écoute, merci beaucoup. Ok, ça va. Donc là maintenant j'avance, hein? Ouais. Ça va donner. Claire attendait ça depuis plusieurs jours. C'est une chance unique d'observer des comportements vraiment spécifiques aux zones de reproduction. Elles sont bien proches. Elles challengent l'autre. Là, ça bastonne. Là. Bon, là, on a constitution d'un groupe reproducteur, c'est-à-dire que les quelques animaux qu'il y avait sur la zone se font rejoindre par d'autres. Il va y avoir pas mal d'activités, parce que ce sont des mâles qui luttent pour l'accès à la femelle pour pouvoir s'accoupler. Je pense que je vais commencer les biopsies. Ah! Les affaires reprennent. Un groupe reproducteur, c'est aussi un véritable challenge pour Claire. Tout va très vite et avec autant d'animaux, difficile de repérer qui est qui. Ah, c'est celle-là qui a le flanc blanc. Allez, bien, remonte, petite toune, non, elle descend. On a les animaux qui nagent assez vite. On ne peut pas prédire où ils vont sortir. On peut en suivre à une vitesse assez conséquente dans un sens.
tout d'un coup tout disparaît, ils ressortent à l'opposé, dans la direction opposée, parce qu'il y a toute une partie du comportement qui se fait sous l'eau. C'est vraiment des comportements qui sont très agressifs et très visuels aussi. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup de splash. Ils vont se poursuivre, donc ils vont se donner des coups de tête, des coups de nageoires. Des fois, il y a des baleines qui s'arrêtent pour en bloquer une autre et qui met ses deux nageoires comme ça. Attention, vague. L'air devant. Celle-là. Crochue. Ah non, pas celle-là. Wow, wow, wow. Si, peut-être. Ok, il y en a une là, attention. À l'avant, près de la femelle, un mâle est en bonne place pour s'accoupler. Ça, on n'a pas, tu vois. Juste derrière, ces deux rivaux s'affrontent. Ça, ce serait sa première que j'ai eue. Ouais. Ah, mais regarde, t'as vu comment... Caudale, non. Attention. Ce combat de titans entre deux géants de 40 tonnes peut être très sanglant. Bouge pas, c'est laquelle? Bouge pas, bouge pas. Non, je ne bouge pas. Ah non, mais... Bouge pas. Ouais, on ne bouge pas. On ne bouge pas. Maintenant, on peut bouger. Ça a bien basculé. T'as vu toute la peau? Regarde, mais c'est la peau de qui, là? Il y avait des bouts. Très, très excitée, hein. Vraiment, là, tu vois, elles sont... C'est quand même pas tous les jours que c'est comme ça dans un groupe reproducteur. Regarde, elles sont encore dessus. C'est des petites coquines, ces deux-là. Claire et son équipe vont continuer à étudier les baleines à bosse pour mieux les connaître et les protéger. Là, j'ai le récif de l'autre côté. Ouais, on attend. Comme ces trois femmes, des passionnés s'engagent en Nouvelle-Calédonie pour préserver un patrimoine naturel rare. Ils gardent ainsi un merveilleux trésor pour toute l'humanité.